Nous sommes prêts pour une autre aventure riche en découvertes archéologiques stupéfiantes et espérons que vous l'êtes également. Nous avons une myriade d'importantes trouvailles à partager, des plus minuscules aux plus gigantesques, des plus primitifs du temps jadis aux plus récents. Plongeons sans plus attendre. En janvier de 2023, les restes mortels d'Anne d'Allègre, une comtesse du XVIe siècle originaire de Laval en France, ont été examinés avec une technologie innovante. 16 restes ont été découverts en 1987 lors de fouilles dans la chapelle de l'ancien château de Laval. Mais un détail crucial avait été négligé à l'époque. Les dents de la comtesse étaient maintenues en place à l'aide de fils d'or. C'est un autre aspect intrigant de l'inhumation de la comtesse, déjà bien connu des historiens et des archéologues pour avoir été enterrée dans un cercueil de plomb à l'intérieur d'un sarcophage en bois avec un cœur humain dans un minuscule reliquaire de plomb posé sur le sarcophage extérieur. Personne ne sait à qui appartient le cœur. Il n'y a aucune inscription, ni autre matériel identifiable. Ces restes ont été embaumés par une personne possédant une expertise particulière. Bien qu'il soit possible que le fil d'or ait été utilisé pour maintenir ses dents en place après sa mort, les experts jugent cette hypothèse improbable. Elle souffrait d'une maladie parodontale et ses dents étaient desserrées. Alors le fil aurait été une solution pratique, bien qu'indubitablement douloureuse, pour les maintenir en place. Avant de continuer, je vous invite à vous abonner. Si vous êtes fasciné par les découvertes archéologiques et les trouvailles incroyables, vous êtes au bon endroit. Nous allons développer ensemble notre communauté et pour cela, il vous suffit de vous abonner. Je compte sur votre participation. Poursuivons avec cette trouvaille qui a été réalisée sur le site spectaculaire du château de Dunvegan sur l'île d'Islay en Écosse. Il s'agit du sceau de Sir John Campbell de Cawdor, qui devint une figure éminente dans l'histoire du château après en avoir pris le contrôle en 1615. Nous ne sommes pas certains de la raison pour laquelle il a perdu son sceau, mais celui-ci a été retrouvé sous des amas de débris d'un mur effondré en août 2018. Sir John aurait utilisé ce sceau pour apposer sa signature sur des documents légaux, sceller des lettres et prouver son identité. Réalisé en plomb, il comporte son nom complet ainsi que ses armoiries et est marqué de l'année 1593, indiquant qu'il a commencé à l'utiliser bien avant d'arriver sur l'île. Le clan Campbell et le clan MacDonald se sont disputés le château à plusieurs reprises au début du XVIIe siècle. Mais ce sont les Campbell qui en sont finalement sortis victorieux, avec Sir John à la tête de la famille à cette époque. Les MacDonald ont attaqué à nouveau 30 ans plus tard et ont finalement repris le château en 1646. Il est possible que le sceau ait été perdu à ce moment-là, alors que le mur s'effondrait, mais Sir John serait depuis longtemps décédé. Il n'y a actuellement pas de site archéologique en Inde plus palpitant que celui de Kiladi au Tamil Nadu, et cela fait déjà plusieurs années que c'est le cas. Des fouilles sont en cours sur ce vaste et complexe site, mais en octobre 2019, des experts travaillant sur la 5e phase de fouilles ont découvert une disposition intrigante de tubes de terre cuits alignés horizontalement les uns sur les autres. On suppose que les deux ensembles de tubes pourraient avoir été utilisés à des fins différentes, mais cela n'a pas encore été prouvé. Il y a en tout 10 tubes de terre cuite, l'ensemble inférieur formant une tuyauterie cohésive qui aurait pu être utilisée pour transporter de l'eau protégée. Autrement dit, il se pourrait que nous soyons en train de regarder une canalisation spécifiquement conçue pour de l'eau sacrée. Les tubes se terminent par des plaques en forme de couvercle percé, qui étaient peut-être destinées à empêcher les reptiles ou d'autres créatures de pénétrer dans les bâtiments par les tuyaux. Kiladi continue de fournir des artefacts fascinants depuis cette découverte de 2019, dont une collection d'anciennes dagues. On pense que le site date d'environ 2600 ans et continuera d'être fouillé pendant au moins une décennie supplémentaire. Voici une autre découverte de janvier 2023. Durant ce mois, des archéologues en Israël ont découvert les restes d'un fossé asséché il y a 1000 ans. Dans ce fossé aride, ils ont trouvé une empreinte humaine. La découverte a été faite lors de l'excavation de la rue Sultan Suleiman à Jérusalem. Il s'agit d'un fossé défensif qui aurait été profond et vaste à l'époque de son utilisation. Il mesure environ 9 mètres de large et a été taillé directement dans le roc.
Le but du fossé aurait été d'entourer les anciens remparts de la ville, offrant ainsi à la vieille Jérusalem une couche de protection supplémentaire contre toute armée envahissante éventuelle. Les défenses ont été au moins partiellement couronnées de succès. Les archives indiquent qu'il a fallu 5 semaines entières aux croisés pour traverser le fossé lorsqu'ils ont attaqué Jérusalem pendant la première croisade en 1099. L'empreinte de la main est étrange car elle est très délibérée. Comme nous l'avons déjà dit, le fossé a été creusé dans le roc massif. Il s'agit donc d'une gravure d'une empreinte de main, plutôt que d'une empreinte faite en pressant une main dans de la boue douce ou de la pierre tendre. A-t-elle une signification symbolique? Si oui, quelle pourrait-elle être? Haït Ben Haddou au Maroc ressemble à une immense agglomération et devrait être grouillante de vie. En réalité, seules 5 familles y vivent. Cette cité fortifiée est dominée par d'énormes casbahs, mais ses murs s'effritent. Presque tous ceux qui y ont autrefois vécu se sont depuis longtemps déplacés vers des villes et des bourgades plus modernes de l'autre côté du fleuve. Mais il reste une poignée de robustes qui vivent là, menant une vie rustique. L'agglomération est en déclin depuis longtemps. Même dans les années 1940, seules 90 familles y vivaient. Personne n'est tout à fait sûr de quand Haït Ben Haddou a été créé, mais d'après le style de l'architecture employé dans sa construction, il est probable qu'elle soit le fruit du XVIIe siècle. Il y a à l'intérieur de ces murs des cimetières distincts pour les musulmans et les juifs, ainsi qu'une mosquée, une place publique et de nombreuses habitations. À son apogée, c'était une étape importante de la caravane entre Marrakech et le Sahara. Haït Ben Haddou, qui sera probablement complètement abandonné avant les années 2050, est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987. Si vous étiez en Irak il y a 5000 ans et que vous désiriez une boisson alcoolisée, il n'y avait qu'un seul endroit où aller, la taverne de Guirsou, là où se trouve aujourd'hui la ville moderne d'Al-Chatra. Des archéologues ont découvert la taverne en janvier 2023 et ont été étonnés de constater qu'elle est encore approvisionnée en nourriture. La taverne aurait été idéale pour des rassemblements sociaux. Elle dispose de nombreux bancs et récipients de stockage, ainsi que d'une sorte de réfrigérateur en argile connu sous le nom de zir, ainsi que d'un four. En somme, elle possédait tout ce qu'il fallait pour préparer et stocker la nourriture et les boissons de l'époque. Vous n'auriez cependant pas voulu la visiter par mauvais temps, car c'était un lieu en plein air. À l'époque où la taverne était en activité, Guirsou faisait partie d'un ancien royaume appelé Lagash, qui comprenait également Ninguirsou et Lagash lui-même. Des sites comme celui-ci contribuent à élargir notre compréhension des peuples qui vivaient en Mésopotamie il y a toutes ces années, parmi les premiers au monde à construire des établissements permanents et à développer le langage et la culture. Des milliers de personnes ont adoré entre les murs de la cathédrale Saint-Bavon à Gand, en Belgique, au fil des ans. Jusqu'en février 2020, aucune de ces personnes n'avait la moindre idée de la proximité de l'une des réalisations de construction les plus macabres que nous ayons jamais rencontrées. Cela a été confirmé par des archéologues qui fouillaient une partie de la cathédrale avant la construction d'un nouveau centre d'accueil. Il y a une chambre secrète en dessous, avec 9 murs faits d'os humains. Ils sont déconcertés quant à la façon dont ils y sont arrivés ou pourquoi ils ont été construits. On soupçonne qu'ils étaient destinés à devenir une sorte d'équivalent belge des célèbres catacombes sous Paris, mais ont été abandonnés au début du processus de construction. On suppose qu'il s'agissait d'un moyen de gérer un surplus de restes humains, alors que les cimetières de la ville devenaient de plus en plus encombrés, nécessitant l'enlèvement des vieux corps pour faire place aux nouveaux. Ce sont les os de ces vieux corps, principalement des os de jambes pour être précis, qui constituent ces murs macabres. Les os datent presque exclusivement du XVe siècle, mais les murs ne semblent pas avoir été construits avant le XVIIe. Bien que certains puissent frissonner à cette pratique, elle était probablement considérée comme plus respectueuse que de jeter les vieux os. Nous pensions autrefois que les Néandertaliens étaient des êtres basiques, à peine plus sophistiqués que les singes. Ces dernières années, nous avons dû réviser cette opinion. Il est désormais clair que les Néandertaliens étaient capables de pensée symbolique. Depuis janvier 2023, nous savons qu'ils conservaient parfois les crânes des animaux qu'ils chassaient comme trophées. Les derniers Néandertaliens auraient disparu en Eurasie il y a 40 000 ans, bien que certains aient pu survivre au-delà de cette date.
Cette nouvelle conclusion sur leur collecte de crânes en guise de trophée provient du grand nombre de crânes d'herbivores retrouvés dans d'anciennes grottes et territoires néandertaliens, notamment dans la vallée de la Zoya en Espagne, non loin de Madrid. Les crânes proviennent de cerfs rouges, d'aurochs, de bisons et même de rhinocéros de steppe. Dans chaque cas, leurs mâchoires et leurs cerveaux ont été retirés. Les cerveaux ont probablement été consommés, après quoi les restes du crâne ont été exposés à l'intérieur de la grotte. En se basant sur l'âge des crânes, il semble que cette pratique a été maintenue pendant plusieurs générations, devenant peut-être une tradition transmise. Vous ne vous êtes probablement jamais posé la question de quel est le plus ancien soulier de Norvège, mais nous sommes heureux de répondre à cette question pour vous. C'est le soulier de Jotunheimen, qui a été trouvé en août 2006 dans les montagnes de Jotunheimen, d'où son nom. C'est une chaussure en cuir de conception traditionnelle, mais il a fallu un certain temps pour comprendre son importance. Lorsqu'elle a été trouvée, elle a été incorrectement estimée à environ 1000 ans. Quelques années après la découverte, des tests ont été effectués sur la chaussure qui ont confirmé qu'elle avait au moins 3000 ans. L'estimation actuelle est de 3800 ans, mais qui peut dire si elle ne sera pas repoussée encore plus loin à mesure que la technologie s'améliore et que des datations plus précises deviennent possibles. Même si elle a 3000 ans, c'est toujours le plus ancien vêtement survivant jamais trouvé en Scandinavie. Découvert en même temps que la chaussure, plusieurs flèches en bois et une bêche en bois ont conduit les archéologues à penser qu'ils avaient trouvé les possessions personnelles d'un chasseur. Pourquoi le chasseur aurait délibérément enterré ses chaussures est une question que les experts n'ont jamais pu répondre. Peindre les parois intérieures d'une sépulture semble être un exercice plutôt superflu. Après tout, ce n'est pas comme si quelqu'un allait les voir une fois la sépulture scellée. Néanmoins, des fouilles à l'église Notre-Dame à Bruges, en Belgique, en septembre 2021, ont révélé la présence de 2 sépultures peintes du XIVe siècle. Une 3e sépulture a également été découverte, mais celle-ci n'était pas décorée. Les restes de 50 personnes ont été retrouvés dans les sépultures, ainsi que les clous qui tenaient autrefois leur cercueil ensemble, le bois ayant depuis longtemps pourri. La plus richement décorée des sépultures est couverte de fresques, dont la plupart représentent des anges et des scènes de la Bible, y compris une version vivement sanglante du calvaire. La scène de la crucifixion apparaît également dans la 2e sépulture, cette fois montrant le Christ en croix flanqué de Marie et Joseph. La qualité et l'étendue du travail sont impressionnantes, compte tenu du fait qu'à l'époque où ces sépultures étaient faites, les lois religieuses stipulaient que les gens devaient être enterrés dans les 24 heures suivant leur décès. Une station de pompage souterraine est en construction sur le site de la découverte, donc les sépultures seront enlevées dans leur intégralité et emmenées au musée. Le gigantesque navire de pierre viking de Jelling n'est pas littéralement un navire fait de pierre, mais il est composé de pierre et ressemble à un navire. Le monument en forme de navire se trouve sous 2 énormes tumulus créés par le légendaire chef viking Harald à la Den Bleue à Jelling, au Danemark, au milieu du Xe siècle. Des sépultures en navire de pierre comme celle-ci sont une coutume funéraire uniquement scandinave et sont censées symboliser ou faciliter le voyage des morts du plan des vivants à l'au-delà. Harald a fait construire le navire de pierre sur un tumulus funéraire de l'âge du bronze existant et l'a dédié à son père Gorm l'Ancien. Gorm était aussi son prédécesseur en tant que souverain du Danemark. Le monument que son fils a construit mesure plus de 300 mètres de long et contient plus de 350 monolithes distincts. Les tumulus préexistants servaient de centre au navire. Il y a une inscription runique sur le site qui, traduite en français, se lit comme suit: « Le roi Harald a fait ce monument en mémoire de son père Gorm et de sa mère Thyra. Ce même Harald qui a conquis pour lui-même le Danemark et la Norvège et a fait des Danois des chrétiens. » Le trésor caché de la mer est l'une des grandes collections de trésors de l'histoire. C'est la plus grande et la plus précieuse collection de bijoux vikings jamais découverte en Allemagne, et elle a été trouvée sur la minuscule île de Edensee en 1873. On pense qu'elle a été fabriquée au cours du Xe siècle et aurait même pu appartenir à la famille d'Harald à la Den Bleue, le légendaire roi danois que nous avons mentionné il y a quelques instants. Perdre cette collection de trésors a dû être un coup dur pour la famille, et la perte semble s'être produite en mer.
Elle n'a été trouvée que lorsqu'elle a été échouée sur la plage de Neuendorf après une tempête, où elle a été récupérée par des pêcheurs locaux. Outre son importance d'un point de vue historique, la collection est également notable parce qu'elle contient certains des plus beaux exemples d'orfèvrerie scandinave ancienne. Alors que l'histoire a souvent considéré les Vikings comme des sauvages violents et pillards, l'existence de trésors comme ceux-ci nous rappelle qu'ils étaient également des artisans très capables et jouissaient d'une vie culturelle riche. Ils ont peut-être conquis et pillé, mais ils ont aussi fabriqué et échangé. Les 16 articles qui composent le trésor sont maintenant exposés au Musée d'histoire culturelle de Stralsund. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications pour rester constamment informé de nouveaux contenus. Votre présence est grandement appréciée. Nous attendons avec impatience notre prochaine rencontre.